m'appelle Ayman, j'ai 19 ans. Je m'appelle Omar, j'ai 14 ans, je vais au collège Saint-Sacrement et ma passion c'est le soccer. Moi c'est Aya, je suis la grande sœur de Ayman. Actuellement je suis en résidence en neurologie. Et moi, c'est la maman, Siam. Moi, je travaille dans le domaine communautaire aussi, à l'Association québécoise de l'épilepsie. C'est un peu Ayman qui m'a amené à me diriger vers ce domaine-là. Ayman a commencé des problèmes de santé et du retard de développement. Moi, j'ai perçu pendant son jeune âge, très jeune âge, il avait quelques mois. À partir de 11 mois, c'est là où on a vraiment constaté que c'était un retard de développement parce qu'il n'était pas capable de s'asseoir par lui-même. Bien sûr, du retard de langage qui est venu après, au niveau motricité. Mais je pense à l'âge de 3 ans, là ils ont commencé à poser un diagnostic qui était une quadriparésie. Et donc cela disait qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler parce que la partie de la paralysie affectait au niveau du langage, au niveau de sa motricité. Donc pour eux, il n'y avait pas une possibilité de coordination au niveau de ses membres, aussi au niveau de son incontinence. À l'âge de 5 ans, il y a eu une évaluation de fait et au niveau neuropsy, ils l'ont considéré avec une atteinte sévère à profonde. On a un peu grandi là-dedans, c'est tout ce qu'on connaît depuis le début, donc je dirais pas que c'est une adaptation plus qu'un mode de vie qu'on a acquis. À la maison, on est quand même tous assez soudés. On a tendance à faire nos activités ensemble. On se parle pas mal tous les jours. Puis quand on a des sports, on y va tous ensemble pour le voir. Je pense que c'est juste qu'on a acquis un mode de vie où on est un peu tous ensemble dans nos quotidiens. Moi, je travaillais avant à la banque. Et mon évolution carrière a été dépendante de lui. À un moment, j'ai dû me retirer pour pouvoir avoir des flexibilités d'horaire parce que même si j'ai eu la chance d'avoir des supérieurs compréhensifs, tu peux pas t'absenter quand tu veux, mais moi, j'avais des contraintes. Moi, il y avait aussi à l'école, la seule condition qu'ils ont accepté de le prendre dans une école régulière, c'est de ne pas faire le service de garde. Donc, il fallait absolument qu'un de nous soit toujours présent pour son arrivée à la maison. Que vient me dire comment tu peux travailler. Heureusement, la Covid a aidé au travail à distance, c'est vrai. Ça nous a aidé beaucoup aussi pour nous accommoder. Toute évolution était pour nous une gloire. Et sérieusement, l'évolution d'Ayman, elle vient de lui. On n'a aucun mérite. Nous, quand on a entendu le diagnostic, bon, il y avait un deuil à faire. Il y a 2 choses. C'est d'apprendre à faire le deuil parce qu'il n'y a personne qui te dit il faut que tu passes ton deuil, que tu acceptes et tout. Je vous dirais aussi, chez nous, mon conjoint faisait son deuil de son côté et moi de mon côté parce que lui, il était dans une phase où il n'acceptait pas ce qui arrivait. À l'âge de 5 ans, on était prêt à voir les choses. Et en parallèle, moi, je me battais. Et parce que pour moi, on a une foi qui est différente, que moi je me dis, il n'y a rien d'impossible. Dans la vie, tout est possible. Donc dans le cas de Ayman, quand on nous avait dit que c'était une quadriparésie, on dirait que lui, le message qu'il recevait, c'est « je dois prouver que je suis capable ». À 5 ans, c'est l'arrivée d'Omar. Parce que je ne me rappelle plus le médecin à qui j'avais parlé, et qui nous avait dit, vous savez, des fois, la fratrie, ça aide beaucoup dans le développement et tout. Et là, on s'était dit, moi, je souhaitais, la vérité, je souhaitais que ce soit un garçon pour qu'ils puissent grandir ensemble. À un moment, j'avais comme des jumeaux. Parce que son évolution se faisait en même temps que l'évolution de son plus jeune frère. Donc, c'est avec son frère qu'il a appris à ramper. Quand son frère a commencé à parler, lui aussi, il essayait de répéter les mêmes paroles. Donc, il y avait une possibilité d'évolution. Et quand son frère a marché, lui, il a marché, mais si on regarde, lui, ça grippe avec ses orteils. Donc, ce que ça a développé, c'est que le tronc est plus fort que le reste du corps parce qu'il faisait avec ce qu'il pouvait. Il a des abdos comme un grand sportif, mais c'est parce que c'est avec ça qu'il se donne la force pour tenir sur ses jambes. Et jusqu'à présent, il ne cesse pas de nous impressionner. C'est l'exemple à la maison de persévérance. Ah oui.
Il a eu le prix de persévérance. Le neuropsy avait diagnostiqué qu'il était sévère à profond. Il voulait l'envoyer dans une école excusez le terme, c'est pas péjoratif, mais c'est des personnes à l'état végétatif, c'est-à-dire ils peuvent rien faire. Et là, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il est passé à la garderie, il a tellement été stimulé par les autres enfants que ça lui a permis de gagner de la motricité et tout. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc là, moi, c'était comme un nouveau deuil que je devais faire. Je me rappelle, il avait 5 ans toute la nuit. Je le regardais, je me disais, je peux pas les laisser faire, je peux pas. Mais j'ai eu de la chance. Et la vérité aussi, il y a ça. On a rencontré du monde extraordinaire lors de son évolution. Et son éducatrice à la garderie, ainsi que l'intervenante sociale qui l'accompagnait, et 2 autres aides qui se sont proposés d'aller rencontrer la commission scolaire pour défendre son dossier. Ils ont eu raison et on a eu une dérogation pour qu'il puisse aller à une école régulière mais en classe spécialisée au primaire. La seule chose, c'est que ces enfants-là évoluent avec des plans d'intervention. Ça aide, bien sûr, c'est une bonne chose. Sauf que ce qui est écrit dans les plans d'intervention, c'est comme une étiquette au niveau de l'enfant. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'enseignante savait que cet enfant a été accepté avec une dérogation. Donc, elle surveillait le moins de petites choses. Je recevais sur son agenda à tous les jours. L'enfant a parlé fort. L'enfant a crié. L'enfant a couru dans le couloir. Ben, moi, j'étais contente. Là, à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que les enfants réguliers ne font pas ça? Oui. À un moment, je me suis dit, j'ai attendu, le trimestre est passé et j'ai été la voir pour la rencontre de trimestre. Et je lui ai dit, je pense qu'Ayman vous pose un gros problème. Ben, vous savez quoi, pour vous éviter tous ces soucis, j'ai communiqué directement avec la commission scolaire pour trouver une solution. L'année d'après, on a eu la chance, ils l'ont changé de classe et c'était une nouvelle enseignante qui est arrivée. Donc là, elle me rencontre au début d'année. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Je lui ai dit, ce que je vous demande, s'il vous plaît, faites-vous votre propre idée de l'enfant. Ne lisez pas ce qui est écrit. Regardez l'enfant, faites votre idée et à vous de nous faire les commentaires. Moi, je suis là, je suis disponible, je suis disposée à... Et c'est comme ça que elle, après, à la moitié de l'année, elle a demandé elle a exigé, et non pas demandé, la réévaluation en neuropsy d'Ayman. Et là, il est passé de sévère à profond à modéré et à léger. C'est-à-dire, il est modéré dans certaines choses et on peut aller vers le léger. Il a fallu qu'on se batte, il a fallu qu'on patiente et il a fallu qu'on trouve des personnes qui sont prêtes à aller de l'avant. Moi, je suis né, il était déjà, genre, c'était comme un peu mon frère jumeau, genre, je l'aidais et tout. Donc, pour moi, c'était pas un défi de l'avoir et de l'aider, c'était comme une habitude. Depuis que je suis petit, je l'ai toujours eu avec moi. Quand il veut jouer, je suis toujours le seul avec qui il peut jouer, donc je suis là avec lui et j'essaye de le rendre heureux. C'était le traducteur aussi quand il était plus jeune. C'est vrai, c'était le seul qui le comprenait. Il a appris à parler avec Omar. Oui. Donc nous, des fois, on essayait de comprendre la phrase que nous disait Ayman. C'est Omar qui nous traduisait mot à mot tout ce que... Donc il y a un lien quand même assez particulier entre les deux. C'est sûr que nous, on veille parce qu'il faut un équilibre dans une famille. Moi, je veux pas que mes autres enfants pâtissent de ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a une vie, je pense qu'il n'y a aucun d'eux qui s'est senti privé parce que elle, oui, elle l'a vécu. Elle, on l'a oublié dans l'équation. Son frère a été souvent hospitalisé étant petit. Et à un moment, moi, je travaillais, je venais de commencer. Et vous savez, ici, il faut qu'il y ait un salaire. Je venais de commencer, donc je ne pouvais pas me permettre de m'absenter. Et il a eu à être hospitalisé 3 semaines. Donc la journée, c'était son père qui restait avec lui à l'hôpital. Moi, j'arrivais pour que son père puisse aller la chercher. Elle était encore en garderie, donc on ne se voyait pas. Et d'ailleurs, elle nous avait dit à cet âge-là, un jour, moi j'aimerais quand je serai grande être docteur. On lui a dit, mais pourquoi? Elle a dit, comme ça mon frère n'aura plus à attendre. Nous, on est arrivés en 2002 ici. Il est né en 2005, donc tu sais, on n'était pas encore
on débutait notre vie, on essayait de financièrement de s'ajuster. Donc, c'est pas évident, on ne pouvait pas lui offrir tous les services. Oui, un peu plus tard, oui, j'ai pu aller le faire évaluer en orthophonie au privé, mais il y a des services qu'il n'a jamais pu avoir à cause de l'attente. Tu sais, avec son diagnostic justement, et comme il a contredit un peu son diagnostic, il était comme entre deux chaises. Il n'est pas en chaise roulante, donc il ne peut pas avoir accès à certains services, il n'a pas la priorité, dont la physiothérapie. Nous, on a toujours essayé de le stimuler par nous-mêmes, à faire des activités comme avec Siva. Il y a le sport adapté, il a découvert la planche à neige, il a découvert plein d'activités que jamais il aurait pensé pouvoir faire à cause du problème d'équilibre. Mais sauf qu'il a grandi tellement vite, ses muscles ne sont pas développés en fonction de ses os, on va dire. Il fait des injections au Botox. Pourquoi? Le but, et là c'est ironique aussi, c'est que en faisant cette injection, ça permet de rendre plus flexibles les muscles pour les travailler. Mais j'ai pas de physio à côté. Donc lui, comment il les travaille, c'est d'être actif par lui-même, avec les activités de sport qu'il fait à l'école et avec le basket. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que lui, il a besoin d'aide. Parce que ça devient... C'est pas juste pour l'aider à s'améliorer, c'est parce qu'ils me disent que s'il ne reste pas actif, ça peut le rattraper à un moment. C'est sûr que je pense que c'est un atout puis c'est un plus. La question c'est toujours, c'est ça, jusqu'à où elle a une place puis jusqu'à où on limite. Je pense que ça, en termes, on parlait au début de réadaptation, je pense que ça va être un atout assez important juste par le fait que il y a déjà, ça permet d'avoir une certaine collecte de données, d'avoir un répertoire, puis si on veut adapter après ça le soin à la personne. Puis je pense que ça va être une force à ce niveau-là. Mais c'est vrai, moi j'avais entendu dire, vous pourrez investiguer vous de votre côté, mais j'avais entendu dire, c'est comme pour détecter et prévenir une crise. Moi l'IA, je le vois, et la technologie en tant que telle, ça ne peut apporter que des plus dans son cas. Premièrement, il ne peut ni lire ni écrire, donc il a fallu que moi j'achète un iPad à un moment pour leur dire, parce que je voyais, il est capable de trouver toute l'information qu'il veut par lui-même, juste par les images. Donc moi je me dis, l'intelligence artificielle ne peut qu'aider à tous les niveaux. Sincèrement, moi j'ai pas la crainte parce qu'on n'est pas en politique, c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus sur lui. À son niveau à lui, moi j'y vois que du plus. On profite de chaque moment, on vit à chaque moment et arrivera ce qui arrivera à l'avenir. Je pense que ce qu'on a beaucoup appris à travers les dernières années, c'est que il nous surprend à chaque tournant. Il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas, donc c'est très difficile de se projeter parce que, en fait, je dirais que je pense juste qu'il va continuer à nous surprendre avec le temps. De façon plus globale, on parlait des gens atteints de paralysie cérébrale de façon générale. Il y a quand même beaucoup d'avancées récentes. On entendait récemment parler d'un enfant qui avait un pronostic qui ne pourrait pas marcher, et puis là, il s'est mis à marcher, à courir. Donc, je pense que l'avenir est quand même assez brillant. Donc, la recherche avance, les ressources sont quand même plus présentes. Puis, j'ai espoir qu'ils vont être disponibles de façon plus large, c'est ça, parce que ça reste le problème avec chacune des technologies, c'est toujours une question d'accessibilité, puis après ça, on dirait que ça crée plus de disparités une fois que c'est sur le marché. L'idée, c'est que ça arrive à ceux qui en ont besoin et pas juste ceux qui en ont les moyens. Moi, je vais dire deux choses parce qu'on ne le sait pas, il n'y a personne qui nous le dit, mais il faut faire son deuil. Il faut accepter la situation. Il faut penser à l'être, mais en pensant à l'être qui vit avec. Il faut qu'on prenne soin de nous pour être en mesure d'être là pour l'assistance. Rien qu'à sa majorité. Il faut voir le cauchemar que j'ai vécu dans les derniers mois avant qu'il ait ses 18 ans parce que tout change. Tu revis ce deuil-là. Tu dois le faire réévaluer. On dirait qu'on est les seuls à vivre ça et qu'on est les premiers à le vivre. C'est simple.
quiconque à qui tu parles, il va te dire « Ah ben oui, mais il faut aller devant la cour, il doit être sous tutelle, et c'est juste un parent, c'est pas les deux parents. » Alors imagine quand c'est des cas de séparation, nous on a la chance, mais moi c'est pas ça que je pense. Moi oui, je suis moi sa tutrice, mais si moi je pars, mon conjoint doit refaire toutes les démarches. C'est pas logique, c'est illogique. La même chose au niveau de la santé, quoique je défends, hein. Je dis on est chanceux d'être dans ce pays-là, sérieusement, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'aurait pas pu vivre ou pas pu faire si on n'était pas ici. Ça, je suis... Et je sais, il y a mieux, il y a pire, il y a tout. Mais il faut toujours regarder vers l'avant et essayer de faciliter les choses. Les familles doivent s'informer. Et les familles qui ont de l'information doivent la partager pour éviter que tout le monde ait à passer par tout ce circuit-là qui est tellement difficile. Moi, si je n'avais pas eu la chance d'être sur le CA, d'avoir parlé à M. Khoury, j'aurais même pas su votre existence. Sérieusement, j'aurais pas su ce qui existe. Mais par contre, je suis prête à me battre pour que ce que vous êtes en mesure d'offrir puisse être accessible pour ces gens-là qui en ont tellement besoin, mais que malheureusement, probablement, financièrement parlant, ils ne pourraient pas avoir l'accessibilité. Parce que ce qu'on doit aider, c'est ceux qui veulent lancer ça sur le marché pour le rendre accessible à ces gens-là. Je dis aux parents de continuer à y croire, de ne pas lâcher. Je sais que ce n'est pas évident à dire, parce que tu choisis tes batailles dans le temps, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Il faut que les gens sachent qu'il y a toujours des moyens de... Jamais personne va venir te dire, écoute, tu as le droit à ça. Jamais surtout si ça concerne l'argent. Mais il y en a. Il faut juste qu'ils sachent où aller taper et utiliser les bons outils.